Bienvenue à notre dernière vidéo sur les alcools, les phénols et les étheroxydes. Aujourd'hui, nous allons voir la réactivité des alcools en 4 réactions distinctes. Certaines d'entre elles vous seront familières, d'autres seront nouvelles. Portez bien attention, il y a quelques mécanismes à apprendre. Première réaction que nous allons voir, c'est la réaction qui est l'inverse de celle que nous avons vue au chapitre 4 et elle s'intitule la déshydratation, c'est-à-dire l'élimination de H2O en catalyse acide. Il est possible, lorsqu'on a des alcools, qu'ils soient tertiaires, secondaires ou même primaires, il est possible d'éliminer le groupement OH pour former des alcènes. Il suffit d'utiliser de l'acide, un peu d'eau et du chauffage. Ainsi, avec les conditions de H2SO4 chauffage, nous formerons des doubles liaisons et nous formerons majoritairement la double la plus substituée, exactement comme auparavant, avec les halogénoalcanes. Ainsi, cette double liaison est plus substituée que celle-ci. Elle sera donc majoritaire. L'exemple ici où on a un alcool primaire ne donne qu'une seule double possible, ainsi un seul produit. Le mécanisme dans le cahier de nomenclature, il est à la page C13. Allons-y. À la page C13, nous avons le mécanisme de la déshydratation des alcools et il se passe pour les alcools tertiaires via un mécanisme E1. Par exemple, nous avons un alcool ici. Et si nous voulons faire partir l'alcool qui est là, l'alcool doit être modifié. Car OH-, vous vous en rappelez sûrement, est un très mauvais groupement partant. Ainsi, il ne peut pas partir pour former un carbocation de lui-même. Nous devons le transformer préalablement en un alcool protoné en utilisant un acide. Lorsqu'on utilise le mélange de H2SO4 et un peu d'eau, on forme du H3+, qui va protoner l'alcool pour former un alcool protoné. L'alcool protoné, à ce moment-là, devient une substance telle que présentée ici à gauche, qui peut perdre H2O, et H2O, ici, est un bon groupement partant, à peu près comme Cl peut être un groupement partant dans les halogénoalcanes. Lorsque H2O part, il forme une molécule de H2O et un carbocation. C'est pour ça que la réaction passe par un mécanisme E1 s'il est tertiaire, l'alcool de départ. Ainsi, à la deuxième étape, le carbocation qui est généré, s'il est stable, va perdurer. Et parce qu'on est dans une condition de réaction où il ne se passe rien d'autre que le départ de H2O, eh bien, une fois que la molécule de H2O est libérée, elle peut venir chercher un hydrogène sur le carbone qui est à côté du carbocation pour former une double liaison. Notez bien que le H2O pourrait potentiellement réadditionner sur le carbocation pour revenir en arrière, que l'alcool protoné pourrait reperdre un H+, pour revenir à un alcool neutre, et que toutes ces étapes sont à l'équilibre jusqu'à la fin, à la double liaison. Parce que si vous vous rappelez, lorsque nous avions un alcène, H3+, et H2O, il était possible d'hydrater un alcène et d'avoir un alcool. Toutes ces étapes-ci sont à l'équilibre et souvent, on doit pousser l'équilibre d'un côté pour isoler soit l'alcène, soit l'alcool. De retour à nos réactions, la deuxième réaction que l'on va voir est une réaction assez particulière, les réactions d'oxydation des alcools. Nous allons augmenter le nombre d'oxygène sur le carbone qui porte l'alcool, ou augmenter le nombre de liaisons vers l'oxygène. Par exemple, regardez ces trois alcools que j'ai encadrés. Ces trois alcools-là possèdent des niveaux de substitution différents. Voici un alcool primaire, un alcool secondaire et un alcool tertiaire. Un alcool tertiaire ne pourrait pas augmenter le nombre de liaisons que le carbone que j'ai encerclé fait avec l'oxygène, car il n'y a aucune façon de le faire en enlevant des hydrogènes qui sont liés au carbone. Ainsi, il est impossible d'oxyder ce carbone-là. Par contre, les deux autres, le primaire et le secondaire, il est possible de retirer un hydrogène ici et là pour former un aldéhyde. Si on oxyde encore l'aldéhyde, c'est-à-dire on brise encore un lien CH, on obtient un acide carboxylique. Pour un alcool qui est secondaire, on peut l'oxyder une fois pour devenir une cétone, mais la cétone ne peut être oxydée plus loin
car le bris de liaison carbone-carbone est trop dur à faire. Ainsi, nous allons avoir des réactifs qui vont amener les alcools primaires vers les aldéhydes, des réactifs qui vont amener les alcools primaires vers les acides carboxyliques et les alcools secondaires vers les cétones. Les deux réactifs que nous allons voir sont les suivants. Le premier, le réactif de Jones, c'est-à-dire une source de chrome à l'état d'oxydation plus 6. Donc un chrome O3 ou un chrome sous forme d'un sel, donc un chromate ici. Et tous les deux sont en milieu acide pour le transformer en un autre réactif qui va faire le travail. Le réactif de Jones est un oxydant très très fort et lui, il va faire le travail que j'ai encerclé ici, que j'ai mentionné à gauche. On va voir exactement quel est son travail. Le deuxième réactif sera le chlorochromate de pyridinium, le PCC, qui lui est un oxydant moyen. C'est encore une fois une source de chrome plus 6, mais qui a été légèrement amenuisé dans son pouvoir oxydant. Ainsi, il va pouvoir faire des oxydations, mais stopper à des états d'oxydation intermédiaires. Par exemple, si on prend le CH3, CH2OH, nous allons pouvoir le traiter avec le réactif de Jones. Jones, étant donné que c'est un oxydant puissant, le réactif de Jones, c'est du CrO3 H3O+, nous allons obtenir l'acide carboxylique qui correspond, c'est-à-dire le carbone qui porte l'alcool va perdre tous ses hydrogènes et donner un acide carboxylique. Si on traite le même alcool avec le PCC, qui est un oxydant moyen, l'alcool va se transformer en aldéhyde, doucement, sans se rendre jusqu'à l'acide carboxylique. Si on prend l'aldéhyde et que on le traite avec l'oxydant puissant, qui est le réactif de Jones, on peut le transformer en acide carboxylique. Le test de Jones est un test qu'on fait au laboratoire. On soumet des alcools différents et on tente de les oxyder. Par exemple, selon les conditions du test de Jones. Du CrO3, H3O+. L'alcool qu'on vient justement d'utiliser fournirait un acide carboxylique. L'alcool secondaire qui est ici, selon le réactif de Jones, donnerait une cétone du CH3, C double lien O, CH3, mais ici, l'alcool tertiaire ne pourrait réagir avec le réactif de Jones car il ne possède aucun hydrogène sur le carbone central. Donc, il n'y aurait aucune réaction avec le réactif de Jones. Ainsi, il est possible d'avoir un test positif pour les alcools qui sont primaires ou secondaires, mais des tests négatifs pour un alcool qui est tertiaire. Ça nous permet de le distinguer entre les primaires et secondaires et les tertiaires. Nous le ferons au laboratoire. Une troisième réactivité des alcools, c'est leur conversion en halogéno-alcane. La conversion en halogéno-alcane se fait telles les conditions qui avaient été mentionnées au début du chapitre 7. Ainsi, des alcools qui sont tertiaires ou secondaires peuvent être transformés à l'aide des acides d'halogène, donc les hydrogénons, pas les hydrogénons, les acides anhydriques, si vous voulez. En utilisant un alcool et un acide, on transforme l'alcool en alcool protoné, qui perd H2O parce que c'est un bon groupement partant, forme un carbocation et à l'halogène s'additionne pour former un halogénoalcane. Les deux premières étapes sont des étapes réversibles et la troisième peut l'être aussi. Donc, il nous faudra faire attention parce que si on prend un halogénoalcane tertiaire et qu'on le place dans l'eau trop longtemps, on peut le faire réagir pour donner des alcools de même degré de substitution. Pour les alcools qui sont nulaires, primaires ou secondaires, il faudra utiliser les deux réactifs que nous avons présentés au chapitre 7, c'est-à-dire SOCl2 pour transformer l'alcool en halogénoalcane chloré et PBr3 pour le transformer en bromure d'alcane.
Le mécanisme pour le SOCl2 est présenté ici. Le SOCl2 est un réactif très électrophile qui transforme l'alcool en un groupement partant meilleur et ainsi le chlore peut venir déplacer l'alcool qui a été modifié pour former l'halogénoalcane. Le mécanisme est hors programme. Hors programme pour nous, donc pas à l'étude. Ce test-là, la conversion des alcools en halogénoalcanes via un mécanisme de SN1, c'est-à-dire un carbocation, est utilisé en laboratoire. Ça s'appelle le test de Lucas. Les alcools qui sont tertiaires et secondaires vont réagir, alors que les alcools qui sont primaires ne réagiront jamais. Les secondaires réagiront lentement pour donner les halogénoalcanes de même substitution, donc un chloré, mais les primaires ne réagiront jamais. Les tertiaires seront absolument rapides et formeront immédiatement une mince couche d'huile sur le réactif de Lucas. Finalement, notre dernière réaction, c'est l'alkylation des alcoolates. C'est-à-dire, nous pouvons prendre un alcool, le faire réagir avec du sodium métal, toujours écrire sodium métal, s'il vous plaît. Et pour que ça forme un alcoolate et une demi-molle de H2. L'alcoolate, c'est le RO-, il est toujours accompagné du contre-ion spectateur, ici le sodium. Et lorsqu'on soumet cet alcoolate-là à l'action d'un halogénoalcane, il se passe une réaction entre un nucléophile fort et un halogénoalcane, et donc une substitution de nucléophile, et il faut que cet halogénoalcane soit de faible substitution, c'est-à-dire primaire, secondaire ou nullaire. Ainsi, la réaction passera par une réaction de substitution 2 bimoléculaire pour former un éther-oxyde. Par exemple, je veux former l'éther-oxyde suivant qui est encadré juste en bas. J'ai deux options. La première option, c'est d'imaginer une coupure entre cette partie-là à gauche et la partie de droite. Ainsi, cette coupure-là proviendrait de l'action d'un alcoolate qu'on formerait avec cet alcool-là et le bromure qui est ici à gauche. On prendrait l'alcool, on le soumettrait au sodium métal, on obtiendrait l'alcoolate de sodium correspondant, on soumettrait cet alcoolate à l'action de l'halogénoalcane suivant, qui est secondaire, pour obtenir le produit. Alternativement, nous pourrions faire la coupure en bleu suivante, qui, elle, utilise un alcool qui est secondaire et un halogénoalcane qui est primaire. Si on traite l'alcool avec du sodium métallique, on obtient un alcoolate tel que ceci, et on le soumet à l'action de l'halogénoalcane pour obtenir l'éther-oxyde demandé. Laquelle des deux synthèses est meilleure? Eh bien, sachant que les deux réactions doivent passer par une substitution nucléophile 2, le meilleur match, c'est celle où on a un nucléophile fort, et celui-là, on l'a dans les deux cas, parce que l'alcoolate, c'est un nucléophile fort. Mais, on a le meilleur match lorsque nous avons un halogénoalcane primaire versus un halogénoalcane secondaire. Alors, le meilleur match, c'est celui de gauche, et c'est lui qui donnera certainement le rendement le plus élevé de ce produit-là. Merci beaucoup d'avoir écouté le dernier vidéo sur les alcools. C'était tout pour la matière du contrôle 3. Ne tardez pas dans votre étude. Bonne chance. À bientôt.